Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis Octave Laperoni, je suis un des deux cofondateurs d'une société qui s'appelle Fabric. On est basé à Paris. Sur la slide suivante, il y a quelques infos sur qui on est. En gros, on est une entreprise de logiciels. On travaille avec des industriels de tous les secteurs confondus, donc l'aéro, l'auto, l'agroalimentaire, le luxe, j'en passe, la pharma, le médical. On est présent dans une quarantaine de pays. On est une équipe de 70 basée un peu partout en France, avec notre siège à Paris. Et notre mission, c'est d'aider les équipes terrain aujourd'hui dans des groupes industriels à s'autonomiser, à monter en compétences et par conséquent d'aider les organisations à atteindre l'excellence opérationnelle à l'échelle. On est très habitué à travailler avec des organisations qui sont présentes sur un certain nombre de sites et leurs opérations distribuées aussi dans le monde. Ce que ça veut dire, c'est que les fonctionnalités qu'on propose et le cas d'usage auquel on s'adresse, c'est l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue. Ça peut porter des noms un peu différents d'un client à l'autre. C'est des cas d'usage que vous connaîtrez certainement très bien, les fameux rituels de performance qui vont être faits de l'atelier jusqu'à la direction et qui vont consister en des cas d'usage de détection, comme des audits, des tours de terrain, des Gemba Walk, suivre des indicateurs de performance, prendre des actions suite à la détection d'éventuels écarts dans ces outils de détection, faire de la résolution de problèmes, de l'analyse de causes racines, et ensuite évidemment capitaliser sur ce qui a été appris pour le transférer à ses collaborateurs, aux autres équipes et surtout l'historiser dans le temps, pouvoir en bénéficier derrière. Comme vous le voyez, ces fonctionnalités, non, je vais juste rester sur cette fonctionnalité, c'est que le contenu qui va être mis dans Fabric aujourd'hui, c'est très souvent du contenu assez textuel, peu structuré, même s'il y a des champs fermés, on va pouvoir qualifier sa donnée, qualifier ses problèmes, faire référence à un produit spécifique, à un équipement spécifique, à une zone spécifique. Mais globalement, il y a beaucoup de textes, c'est des descriptions de problèmes, c'est des descriptions de causes racines, c'est de la contextualisation d'un point de données dans un indicateur de performance qui explique pourquoi on a été à l'objectif, pourquoi on n'a pas été à l'objectif, ce qu'on appelle des passages de consignes ou des comptes rendus de réunions. C'est beaucoup d'informations qui en fait sont à nos yeux une mine d'or, mais qui aujourd'hui très souvent sont hébergées sur des tableaux blancs ou dans sur des supports qui rendent la réutilisation de cette information derrière assez difficile. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est vraiment du contenu qui est parfaitement adapté à l'IA. Je peux passer à la slide. Parce que l'IA est justement très adaptée pour pouvoir traiter des énormes masses de données textuelles et peu structurées. Maintenant, on a toujours eu cette philosophie chez Fabric, c'est depuis que ces technologies sont disponibles, c'est de se dire on veut pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Ce qui est important pour nous, c'est que comme on le fait par ailleurs, sur toute l'évolution de notre produit, c'est d'adresser des problèmes concrets pour nos clients et pour nos utilisateurs. Et si on peut trouver une solution qui est rendue possible par une intelligence artificielle, alors on le fera. Et donc ce qu'on a vu comme piste et problème où il y avait éventuellement la possibilité d'y apporter une solution avec des LLM, c'est les sujets que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est ce qu'on appelle les tickets similaires dans la fonctionnalité, mais c'est créer des clusters en fait de problèmes. Les problèmes en industrie sont très souvent des problèmes récurrents et de pouvoir en fait les rapprocher pour pouvoir créer de la proximité sémantique et éventuellement éviter de réinventer la roue à chaque fois qu'on rencontre le problème. Il y en a d'autres, c'est celui-là duquel je voulais parler parce que c'est le premier qu'on a testé et qu'on a essayé d'implémenter. Mais dans notre feuille de route, il y a d'autres cas d'usage qu'on veut explorer. Le deuxième, ce sera de faciliter la rédaction et la création de contenu aux utilisateurs, notamment dans de la contribution de connaissances ou de savoir-faire, rendre beaucoup plus facile le fait de rédiger un document qui puisse derrière être utile à mes collègues, que ce soit mon équipe ou sur une autre ligne de production ou dans un autre site le mois prochain ou l'année prochaine.
et faciliter en fait la conversion par exemple, d'une résolution de problème en un document un, un retour d'expérience. Savoir détecter troisième application, savoir détecter des motifs, et c'est souvent quelque chose qui nous est demandé, c'est essayer de voir ce qui est invisible, et parce que c'est un motif qui est dispersé sur mes lignes de production ou sur mes différents sites de production, de me permettre de le détecter à l'échelle, quelque chose qui ne serait pas détectable à l'œil nu sur autant de masses d'informations. Et le dernier qui est pour nous le Graal en quelque sorte, mais c'est pouvoir avoir une interface conversationnelle avec sa base de connaissances. Toute cette masse de données que je vous ai évoqué, les conversations, les résolutions de problèmes, mais demain aussi des standards, des retours d'expérience, des modes opératoires, permettent d'avoir une conversation avec toute cette information au travers d'un chatbot pour justement dans le cadre de notre mission d'autonomiser le terrain, leur donner accès à ce savoir-faire, leur permettre d'éventuellement résoudre leurs propres problèmes sans dépendre de l'intervention d'un manager ou d'une fonction support. Ça est très ambitieux et on a décidé de s'attaquer avant tout, je crois qu'il y a une slide en arrière si j'ai pas de bêtises. Non, ok, très bien, c'est pas grave. C'est que en fait les problèmes dans les ateliers sont rarement uniques. Très souvent il va y avoir des causes racines en commun avec des problèmes qui sont déjà survenus. Peut-être que ce problème est déjà survenu sur la même ligne de production, mais il y a longtemps, et les collaborateurs qui l'avaient résolu ne sont plus là ou n'ont plus en tête les détails de sa résolution. Peut-être que c'est sur un autre site qui est à l'autre bout du monde et avec lequel j'ai jamais eu de contact ou j'ai pas de contact régulier. Et ce qu'on a développé, c'est la capacité en fait d'encoder sémantiquement dans un vecteur de chiffres ce que permet de faire l'ILM, le contenu d'un ticket, donc la description d'un problème, sa solution, ce qui a été découvert, ce qui a été fait. Derrière nous, ça nous permet de rapprocher ces vecteurs et de proposer à un utilisateur qui est face à un problème frais, tout neuf, de lui proposer une liste de tickets et de problèmes qui sont similaires, lui permettre d'éventuellement sauter quelques étapes, là où normalement on partirait d'une feuille blanche, on constituerait une équipe, on ferait une analyse de cause racine. Là, on met le pied à l'étrier aux équipes et on permet peut-être de contacter les personnes qui ont pu résoudre ce problème dans le passé. Et ce qu'on voit et ce qui est attendu par les clients avec lesquels on a co-développé cette fonctionnalité, c'est que même si le problème n'est pas identique, si le problème est similaire, les causes racines peuvent avoir des causes racines peuvent être proches et les actions correctives qui en résultent peuvent être intéressantes à corréler et voir si on peut réutiliser un éventuel plan d'action. Alors, ce qu'on a fait, quand on a proposé, on a dessiné cette fonctionnalité, je pense que tu peux passer. Nos clients avaient des étoiles dans les yeux. On a eu des excellents retours et cet enthousiasme, en fait, à la valeur qu'on allait pouvoir créer pour eux, nous a vraiment poussé à y consacrer du temps. Et on s'est dit, OK, on n'est pas là juste en train d'essayer d'avoir, enfin, une solution qui cherche un problème. On a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Et de fait, et ça s'applique à d'autres fonctionnalités chez Fabric, il y a cette impression que dans les organisations de nos clients, que parfois l'impression d'une sorte de saut percé en termes de connaissances opérationnelles, où en fait il est très difficile de capitaliser sur ce qui est appris, surtout à l'échelle, surtout dans un contexte multisite et d'organisation internationale, comme c'est souvent le cas pour nos clients. Dans la pratique, quand on l'a implémenté, ça a été plus difficile. On a cette fonctionnalité tu peux passer la slide, je crois. On a cette fonctionnalité aujourd'hui qui est déployée chez une petite dizaine de clients. On n'a pas vu l'usage qui correspondait à l'enthousiasme qui nous avait été communiqué à l'oral. Vous le voyez, en fait, c'est un usage qui stagne à peu près. Ça correspond à une petite base d'utilisateurs chez une petite base de clients. Et le graphe, alors c'est petit, j'aurais zoomé normalement, mais on a un taux de conversion, en fait, quand la fonctionnalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pousse un utilisateur à ouvrir le module de tickets similaires lorsqu'on a dépassé un seuil de similarité au-dessus de 80%. Et ce qu'on voit, c'est que quand les utilisateurs cliquent sur ce bouton et consultent la liste de tickets similaires, on a aujourd'hui qu'un taux de conversion de 30%
sur quelqu'un qui va ouvrir un de ces tickets en se disant, sur la base des titres que vous me proposez, il y a un ticket là qui m'intéresse et je me dis, j'ai envie de cliquer dedans et en apprendre plus pour savoir si ça vaut le coup de m'en inspirer pour résoudre mon propre problème. Et ce qu'on a appris, c'est une fonctionnalité sur laquelle on continue de travailler et on a des pistes pour l'améliorer, mais je pense que les apprentissages qu'on en a tirés sont intéressants, et c'est sur la slide suivante, c'est qu'en fait, il n'y a pas de slide suivante, c'est que intégrer de l'IA dans son produit, c'est pas une baguette magique, même si les LLM donnent parfois l'impression d'être magiques. Les causes racines un peu qui ont contribué à cette faible croissance de l'usage, même s'il y a une base stable. La première, c'est la qualité de la donnée qui rentre dans cet algorithme de rapprochement sémantique. Si la donnée n'est pas riche, si le texte n'est pas spécifique, rempli de détails, ça devient beaucoup plus difficile pour des clients pour l'algorithme de créer des rapprochements qui aient du sens. On a vu notamment chez certains de nos clients qui utilisaient beaucoup leur modèle de tickets, où des tickets sont très remplis par ce modèle, et il suffit de rajouter quelques informations complémentaires. C'est que il y avait une tendance à ne pas faire l'effort de bien décrire son problème et de se baser un peu sur le modèle et pas y ajouter beaucoup d'informations. Évidemment, ça casse un peu l'algorithme de similarité, parce que si l'effort n'est pas fait par l'humain initialement de décrire son problème, on va pas pouvoir le rapprocher, ou alors tous les tickets vont être rapprochés les uns des autres parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, parce qu'ils sont très proches du modèle. La deuxième chose, c'est que le ticket, qui est un outil de travail qui évolue, on résout un problème au fil de l'eau, et on finit par une éventuelle conclusion, mais peut-être en ayant parcouru un chemin un peu sinueux entre-temps sur quelles sont les bonnes causes racines, quelles sont les actions qui fonctionnent pour adresser ces causes racines. C'est que ça fait de la donnée qui peut être un petit peu contradictoire, et pas forcément le format le plus facile à digérer par un LLM, qui préfère un vrai document avec une conclusion claire, un texte cohérent, et qui en plus, et l'autre facteur de la donnée dans le ticket, c'est qu'on a des champs fermés. Donc je vous parlais des équipements, et savoir pondérer entre la valeur du champ fermé. Donc est-ce que deux problèmes sont similaires parce que sont plus similaires parce qu'ils ont concerné deux fois le même équipement, ou parce que le contenu textuel est très proche. Savoir faire le poids entre les deux et bien mixer ces deux types de proximité sémantique, c'est quelque chose sur lequel il faut itérer, et il n'y a pas de formule magique. Le troisième point, c'est qu'il existe dans ces organisations naturellement des barrières qui sont voulues par ne pas permettre une perméabilité parfaite de l'information d'un site ou d'une ligne de production à l'autre. Parfois parce que il y a une question classique dans des organisations. Et aujourd'hui, vouloir ouvrir cette fonctionnalité, ça veut dire un petit peu ouvrir les vannes, un petit peu se mettre permettre la circulation de l'information horizontalement, et peut-être par exemple me permettre de découvrir le ticket d'une équipe sur un site italien auquel je n'aurais pas autrement eu accès. Et donc, comme ces deux conditions sont difficiles à réconcilier, nous, ça nous oblige à pas pouvoir donner ce rôle de visibilité transverse sur toute l'organisation à n'importe qui, et de devoir penser à un système où comment est-ce qu'on fait en sorte que le ticket en lui-même ne soit pas forcément accessible, mais que son existence puisse être découverte, et que je puisse demander la permission à la personne qui est responsable du ticket d'éventuellement y avoir accès. Donc il y a ce challenge dans la manière de déployer cette fonctionnalité qui nous a mis un peu des bâtons dans les roues pour pouvoir vraiment en tirer sa vraie valeur. Et il y a un dernier point, sauf si c'est parce que j'ai dépassé le temps. C'est parce que j'ai dépassé le temps? Oui. Ok, bon, pardon. Mais le dernier, je le ferai très vite, et c'est que en fait, l'LLM, on peut pas le parquer à côté de son produit, ou en faire un petit chemin, une petite sortie qu'on prend dans un chemin naturel. Si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut que ce soit organiquement intégré au parcours naturel de l'utilisateur. Et là, ce qu'on a fait, c'est encore un petit peu trop annexe versus l'intégrer vraiment au cheminement voilà. Je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé. Merci de m'avoir accordé votre attention. Et puis évidemment, si vous voulez parler de ce sujet, je suis ravi de
prendre rendez-vous avec vous et de vous en dire plus sur ce qui a marché et pas marché.